Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim. Vous êtes bien dans un nouvel épisode de votre émission 100% basket, 100% NBA Time Out. Vous n'avez pas pu le manquer, ce retour de la NBA avec une reprise de la saison dans la bulle d'Orlando après un arrêt de plusieurs mois suite à la crise sanitaire du Covid. Les joueurs ont pu terminer la saison enfermés dans une bulle pour leur sécurité. Il y a eu 8 matchs de saison régulière dans un format un petit peu particulier qui ont été joués. Maintenant, c'est les playoffs, les moments qu'on attend tous à chaque fois. Pour le programme de cette émission, on est de retour. Nous aussi, on va justement faire un petit bilan de cette reprise jusqu'à présent. On a vu des belles choses. On était un peu pessimiste, pas mal de gens étaient pessimistes sur cette reprise au final. Dans la bulle d'Orlando, on peut considérer ça un peu comme une réussite. On va en discuter justement et puis on va également parler de ces playoffs qui débutent ce lundi soir. Il y a un titre NBA à aller chercher, il ne sera pas bradé. Donc let's go pour les playoffs. Pour m'accompagner dans cette émission aujourd'hui de Time Out, vous les connaissez, on va faire les présentations. On va commencer avec toi Antoine. Antoine, comment tu vas? Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te retrouver. Salut Yanim, salut les gars, salut à tous. J'ai cru que c'était Antoine moi parce qu'on est deux ce soir. Il y a Antonio aussi. J'oublie qu'il y a deux Antoine. Justement, juste en dessous de toi, l'autre Antoine, Tonio. Tonio, toi, comment tu vas? Très bien aussi, hein. Hâte que les choses sérieuses reprennent vraiment, parce que là on a eu une petite mise en bouche, maintenant on a les playoffs, donc hâte que ça reprenne. Carrément. Avec nous aussi Thomas qui a sorti le casque aujourd'hui pour bien nous écouter. Thomas, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Eh ben, super aussi. Les playoffs sont là, la NBA est cool. Et puis justement, on en parlait en off avec le dernier chroniqueur de ce soir qui est grave content aussi de retrouver les playoffs, Manu. Et nous aussi, on est content de te retrouver. Ça fait longtemps. Comment tu vas, Manu? Ça va super, j'espère que vous allez tous bien. De retour avec vous, ça faisait un petit moment. Et puis on va discuter de NBA, des playoffs. On a un beau programme aujourd'hui, je pense, les gars. Carrément, avec ta plus belle casquette des Celtics. Justement, on va en parler de ces Celtics dans la deuxième partie de l'émission. Messieurs, si vous êtes prêts, on peut commencer cette émission. Je vous rappelle juste avant ça que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous qui nous écoutez sur Twitter à l'adresse timeout-on-air, sur Facebook timeout-NBA et puis sur Insta aussi timeout NBA podcast. Et puis surtout, toutes les anciennes émissions sont dispo sur toutes les plateformes de stream, sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud et sur Mixcloud. On est parti, les gars, pour le temps mort le plus long d'NBA. On est parti pour une heure de time-out avec, pour commencer, le bilan dans la bulle. Et avant de lancer les débats, on va jeter un petit coup d'œil sur le tableau de ces playoffs qui va s'afficher pour vous sur votre écran si jamais vous regardez sur YouTube. On va commencer à l'ouest avec une rencontre, un premier tour entre les Lakers et Portland au bout du suspense qui se sont qualifiés pour les playoffs. Lakers-Portland, on aura un joli match aussi entre les Rockets et OKC. Grosse affiche aussi entre Denver et le Jazz. Voilà. Et puis, une affiche sur laquelle on va se concentrer, nous, dans l'émission. Ça sera Clippers-Dallas. Dans cette dernière partie d'émission, on fera une petite preview. On va partir à l'Est cette fois-ci. Cette fois-ci, on aura Milwaukee qui va affronter... je le vois là, c'est Orlando. Oui, pardon, j'avais plus en tête. C'est vrai que Orlando a terminé 8e et donc va se taper l'ogre de Milwaukee. De l'autre côté, deuxième, les Raptors vont affronter les Nets qui ont terminé 7e. On aura un joli match aussi assez serré entre Indiana et puis Miami, respectivement 4e et 6e. Et puis l'affiche sur laquelle nous, on va se concentrer aussi en preview dans cette émission, qui sera assez serrée peut-être ou pas, on verra. Ce sera entre les Celtics et les Sixers. Voilà sur le tableau de ces playoffs. Ça va être assez intéressant, ça va être cool à suivre. Ça commence dès ce lundi.
Voilà, on va en parler, nous, dans une deuxième partie d'émission. Mais d'abord, messieurs, parlons de cette bulle. Parlons des belles choses qu'on a vues et comment ne pas parler de Phoenix qui a réalisé un parcours assez incroyable. 8 victoires d'affilée pour tenter de se qualifier pour les playoffs, pardon. 8 victoires, c'est assez ouf. Franchement, est-ce que quelqu'un les attend, enfin, est-ce que vous les attendiez à ce niveau-là? Je sais pas, toi, Thomas, est-ce que on en avait un peu parlé en préambule, nous, il y a un mois et demi là de cette bulle. Est-ce que tu voyais Phoenix, toi, personnellement, aller aussi haut? Bon, ils se sont pas qualifiés malheureusement, mais est-ce que tu les voyais aussi forts? Bah, franchement, pas du tout. Je pense que je suis pas le seul et que tout le monde a été surpris de les voir gagner leurs 8 matchs. Surtout qu'il n'y avait pas Oubry, qui est quand même important dans le collectif des Suns. Et, euh, et moi, ça me fait plaisir parce que c'est une équipe enfin, quand je la vois jouer, je prends du plaisir à la regarder jouer. Et ça me fait plaisir parce que au début de l'année, quand j'ai vu l'effectif, enfin, Devin Booker, il a jamais eu quelqu'un vraiment pour le supplier. Il manquait de meneur. Cette année, je trouve qu'ils avaient un effectif qui était beaucoup plus cohérent que les années précédentes. Donc ouais, les voir afficher ce niveau, je pense que c'est très cool et c'est très encourageant surtout pour la suite. Et j'espère qu'ils vont continuer à aller dans cette direction, quoi. Parce que après, même si le contexte est bizarre et que je pense que toutes les équipes n'ont pas joué à 100% leur match, je pense qu'il faut continuer dans cette voie et que si l'année prochaine ils jouent pas vraiment de la même manière ou qu'ils ont des résultats qui sont pas aussi positifs que là, euh, ça sera un peu une déception d'avoir fait tout ça pour rien en fait. Carrément des victoires contre Washington, Dallas, les Clippers, Indiana, Miami, Oklahoma, Philadelphie et Dallas de nouveau, 8 victoires. Tonio, toi qui étais là aussi sur l'émission de preview de cette bulle, qu'est-ce que tu as pensé de ces Suns là, qui terminent avec un sans faute? Ben, comme tout le monde, hein, c'est totalement, enfin, j'allais dire totalement, c'est inattendu en tout cas de la part de cette équipe. Je ne sais pas si c'est vraiment totalement inattendu parce que dès le début de saison qui remonte à presque un an maintenant, hein, on se souvient qu'ils avaient montré de très bonnes choses. En tout cas, moi, je l'avais souligné, notamment Devin Booker à tous les niveaux. Il avait déjà montré des gros signes de progrès. Un élément qui m'avait agréablement surpris aussi au début de saison, c'était son implication en défense. Alors, ce sera jamais un grand défenseur, mais il avait prouvé lors des quelques premiers matchs, des premières semaines, que finalement, en y mettant un peu du sien, il pouvait rendre quelque chose de ce côté-là. Et puis finalement, tout au long de la saison, il a continué à progresser. Alors, jusqu'à atteindre ce niveau, franchement, je ne m'y attendais pas du tout, à ce qu'il amène son équipe aussi haut. Et puis même, c'est vraiment un collectif qui a brillé pendant ces 3-4 semaines dans la bulle. C'est tout. Il y a une bonne entente qui me rappelle un peu. Alors à chaque fois, je fais un peu le parallèle avec les Warriors de 2015 parce que c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus marqué au niveau de l'état d'esprit ces dernières années. Il y a les Lakers de cette année qui rejoignent un peu cette lignée. Mais les Suns, ce qu'ils ont montré dans la bulle, c'est que tout le monde s'entend, tout le monde met de la bonne humeur, tout le monde est avec le sourire et content d'être là, content de jouer. Il y a même ce petit moment ultra sympa que j'ai trouvé vraiment remarquable avec des familles qui ont annoncé les joueurs avant un match. C'est très symbolique, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça montre encore une fois que c'est une franchise qui vit bien, qui a passé un cap. Et puis voilà, on a hâte maintenant de les retrouver la saison prochaine. Est-ce que les Suns, c'était pas un peu le rayon de soleil de cette bulle? Non, vous l'avez. Ouais, Non, clairement. Ouais, non Manu, ouais, toi, les c'est Suns. pareil. Ouais, non, non, inattendu, hein. Vous avez un peu résumé, je vais pas paraphraser, mais inattendu, et puis parce que ça gagne, et parce que pourquoi ça gagne? Parce que ça défend enfin des Suns qui défendent, à l'image de Michael Bridges, qui a été très bon dans cette bulle, Kaminsky, et il y en a un autre, Dario Saric. La paire Dario Saric-Kaminsky, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est une équipe qui a gardé sa philosophie, une équipe d'attaque, mais qui défendait un peu plus. Et comme par hasard, eh ben, tu restes dans le match et puis voilà, tu peux gagner des matchs. Voilà, il y a des fins de match, notamment contre les Clippers, le buzzer beater de Booker. Bah, ta défense te permet de rester dans le match et pourquoi pas d'aller obtenir des victoires. C'est ce qu'ils ont fait. 8-0, c'est beau, mais ça reste. Moi, je mets quand même un bémol, je trouve, parce que je trouve qu'on en fait un peu trop. C'est que ça reste 8 matchs isolés. Qu'est-ce que c'est 8 matchs sur 4? Je veux dire, c'est bien,
c'est bien, mais pour moi, c'est pas assez pour pouvoir se dire, ouais, ils ont franchi quelque chose. Ouais, il y a un truc qui a cliqué. C'est une bulle. C'est une bulle, ça a été du match. Mais pour moi, le jeu de passe, ça va être l'année prochaine. Vraiment confirmer ça, parce que l'année prochaine, les amis, il y a les Warriors qui reviennent. Il y a des équipes Minnesota qui sont surarmées. Enfin, surarmées, en tout cas, qui sont un peu plus forts. Donc, ça va être compliqué quand même, hein, pour Phoenix, hein. Malgré cette belle bulle, va falloir confirmer. Et tu fais bien de le mentionner, c'est vrai que ça va faire partie des équipes à suivre, notamment à l'Ouest, parce que ça va être un gros bordel encore à l'Ouest, comme chaque année, de toute façon, pour la conférence Ouest. Mais ça va être cool à suivre et ça va être sympathique de voir là que Tonio l'a bien dit, il y a eu une vraie alchimie qui s'est créée autour de cette équipe en espérant que ça confirme pour eux. Si vous voulez bien, les gars, on a vu Phoenix là qui a fait des belles choses dans les belles réussites, on va dire, dans euh, les trucs intéressants qu'on a vus dans cette bulle. Parlons de Portland, Portland qui s'est qualifié pour les playoffs, qui n'était pas non plus donné favori, qui a sorti les Grizzlies qui eux avaient un pied en playoff au départ de cette bulle. Comment vous avez senti et vous avez ressenti cette équipe de Portland, des Trailblazers là, Tonio, toi, c'est quoi qui t'a fait qui t'a un peu marqué là sur cette équipe de Portland? S'il y a une chose ou un joueur qui m'a marqué, forcément, c'est Damian Lillard. Mais contrairement à Phoenix et ce on vient de dire il y a quelques minutes, là, pour le coup, c'était un peu plus prévisible parce qu'il y avait les retours de blessures. Finalement, la saison, ils l'ont fait vraiment, vraiment handicapée. Et leur place à la fin anticipée de la saison régulière n'était pas représentative de leur vrai niveau. C'est une équipe qui est allée en finale de conférence l'année dernière, même si elle a été largement renouvelée cette année. Même avec ces renouvellements, on pouvait l'attendre en playoff cette année. Et s'ils n'y étaient pas, c'était à cause de ces nombreuses blessures. Là, il y a eu le retour de Youssouf Nurkic, notamment, qui a affiché. On a l'impression qu'il a loupé aucun match, quoi. C'est assez impressionnant, le fait qu'il soit revenu aussi vite, aussi fort. Bon, je pense que s'il est humain, il y aura quelques retombées après dans les matchs à suivre contre Los Angeles où il y aura peut-être un peu de fatigue ou un peu de manque de rythme. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait un sans faute. Et puis là, pareil, il y a une équipe qui vit bien, un groupe qui vit bien. Je me transforme en Didier Deschamps à dire ça, mais ça se reflète sur le parquet, quoi. Et donc voilà, c'était un peu plus prévisible. Ils y sont allés à l'expérience et au culot par rapport à une équipe de Memphis qui était un peu plus jeune. On va en parler tout à l'heure, plus prévisible, mais toujours aussi beau à voir. Et puis Damian Lillard sur une autre planète, quoi. Voilà, juste en 2-2, là, tu le mentionnes là, Damian Lillard, c'est 7 victoires et 2 défaites, donc avec le play-in qu'ils ont joué contre Memphis, on est à 36,9 points de moyenne, 4 rebonds, 9,7 assists de moyenne aussi, et des pourcentages assez conséquents, 47, presque 48% au shoot, plus de 40% à 3 points, plus de 80% au lancer franc. Damian Lillard qui a été assez exceptionnel, surtout sur la deuxième partie. On a beaucoup parlé de son choke, entre guillemets, face aux Clippers, où il s'est un peu fait tailler par Paul George et par Pat Beverley notamment. Et après, il a répondu comme un patron au final. Manu, toi, ces Blazers-là, ce Damian Lillard-là, qu'est-ce que ça te fait en tant que fan de basket? Est-ce que ça t'a fait kiffer ou pas du tout? Alors, pour rester sur Lillard, moi, c'est l'un des joueurs qui me procure le plus d'émotions en NBA. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est un joueur absolument fabuleux. C'est un joueur de basket qui, dans l'ère moderne, clairement, avec le 3 points, un incroyable, capable de porter son équipe dans les moments les plus importants. Et c'est surtout son leadership qui est splendide. C'est magnifique. Voilà, on notera la quote de Carmelo qui disait que c'est l'un des coéquipiers les plus forts, les plus appréciables avec qui il a joué. Bah, ça ne m'étonne pas parce que tu as clairement envie de jouer pour lui et il sait te le remettre, il sait te le donner aussi. Notamment, j'ai vu le play-in contre Memphis et je ne le sens pas forcé. C'est pas quelqu'un qui force. Quand il voit qu'un de ses coéquipiers est bien marqué et en forme et en feu, il laisse, il délaisse. Voilà, c'est pas quelqu'un qui accapare le jeu et qui vampirise un petit peu la balle. Et c'est un formidable coéquipier, quoi. Et puis ça fait gagner. Donc très content de voir Portland
en playoff, en tout cas la 8e place. Un peu déçu quand même pour Memphis parce qu'ils font une très très belle saison. Mais ça a été un peu court sur la fin et surtout la blessure de Jaren Jackson Jr. qui fait très très mal. Mais ça va être assez cool à voir Portland Lakers. Thomas, toi, on a retrouvé Antoine qui est revenu. Thomas, toi, je sais que la hype Damian Lillard, Elle me saoule clairement. Tu peux le t'aimais dire. bien. Et t'en avais marre. Vas-y, tu peux t'exprimer maintenant. Profites-en, Thomas, toi, Damian Lillard. Je peux rien dire hein, sur ses performances. Il est très fort. Hein, il a emmené son équipe en playoff. Si elle est là, c'est grâce à lui. Après, moi, je trouve que dans un premier temps, elle aurait jamais dû se retrouver ici. On parle de blessures de Collins, Nurkic, etc. Je trouve que c'est pas forcément des excuses pour expliquer leur position au moment où le pays a commencé, en fait. Parce que toutes les équipes ont leur lot de blessures, ont leur lot d'imprévus, etc. Et il y a des équipes qui font avec. Moi, je donne souvent l'exemple de Denver, qui arrive toujours à se démerder pour faire des bonnes performances, même s'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent, etc. Mais oui, clairement, je trouve que c'est un joueur qui a le droit à beaucoup d'indulgence, en fait. Même si, dans le sens où Il est là dans les moments qui comptent. j'ai envie de te dire pas forcément, tu vois, parce que regarde, par exemple, son match contre Memphis, là, le clean, et je vois, par exemple, qu'il est seulement à 40% au shoot, à 6 sur 15, à 5 sur 14 à 3 points, et que c'est McCollum, finalement, qui fait le taf à la fin, que c'est Nurkic qui sort un match à 20 et 20, tu vois. Donc, pas forcément. Après, oui, sur la bulle, là, il a fait le taf, hein, je peux rien dire, il marque des 60 points, 50 points et tout. Après, d'accord, c'est beau, il met des shoots du milieu de terrain, blablabla, d'accord, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup de hype, en fait. Mais C'est après, les médias qu'on font trop, c'est ça? pardon? C'est les médias qu'on font trop? Oui, les médias, les fans, moi, je trouve il est placé trop haut. Même lui, il en fait trop. Il met des shoots, il dit put some respect on my name, je sais pas quoi, tu vois, genre, arrête de quémander, en fait, tu vois. Même, je me rappelle de lui, avant, c'était un joueur qui, à chaque fois, ouais, je suis pas All-Star, je mérite d'être All-Star, blablabla. Bah, non, en fait, si tu l'es pas, tu vois, point barre. Quémande pas, tu vois. C'est tout. Et moi, je trouve qu'il en fait trop, en fait. Je trouve que parfois, il en fait trop. Après, ça reste un bon joueur, hein. Il est top 5 meneur, peut-être top 15 joueur NBA. Enfin, voilà, j'ai pas fait de classement, là, en tête, dans ma tête, tu vois. Mais ça reste un excellent joueur. C'est impossible de dire le contraire. Mais je trouve que parfois, il en fait trop et les fans et les médias en font trop. Bon, en tout cas, le message est passé, Thomas, pour Damien Lillard et ton avis est intéressant aussi sur. Même ces playoffs de l'année dernière, je tiens à dire qu'elles sont quand même très nazes. À part la série contre Casey, le reste, et le mec est fantomatique, quoi. Là, tu dois kiffer, Thomas, parce que les playoffs d'année d'encore avant, il se fait sweep par les Pels aussi. Oui, en plus, exactement. Alors que c'est pas du tout prévu. Et les Pelicans, il me semble qu'il n'y a pas des Marcus Cousins qui jouent pas parce qu'il est blessé. Donc il reste que Anthony Davis et Jrue Holiday, qui sont quand même des excellents joueurs aussi. Hein, on va pas dire le contraire, hein, mais bon. Voilà, à lui de prouver contre les Lakers, on va bien voir. En 2-2 aussi, du coup, pour conclure un peu les choses un peu positives qu'on a vues dans cette bulle, le bilan hein, de cette bulle, est-ce que vous voyez vous avez des choses à mettre en avant? Alors moi, je voulais parler un petit peu rapidement de Brooklyn et de la jolie série qu'ils ont fait. Au final, on les attendait pas forcément, beaucoup d'absents du côté de Brooklyn. Avec Kyrie Irving, DeAndre Jordan, avec Kevin Durant, avec Spencer Dinwiddie, avec Taurean Prince, avec Wilson Chandler, beaucoup d'absents et au final ils ont quand même réussi à gagner contre Milwaukee. Alors certes c'est des matchs un peu tranquilles et Milwaukee n'était pas forcément à fond, mais ils ont aussi gagné contre les Clippers et je trouve que Brooklyn a su élever son niveau de jeu aussi avec un nouveau coach, Jacques Vaughn. C'était pas forcément gagné dès le départ et donc je voulais mettre un peu en avant ce taf de Brooklyn. Est-ce que vous avez, pour conclure, quelque chose là qui vous a marqué dans cette bulle un peu positif, on va dire? J'aurais envie de parler de TJ Warren. Je sais pas, son explosion. On savait que c'était un très bon scoreur avant même que la NBA reprenne, hein, parce que c'est quand même un joueur qui, depuis quelques saisons, peut tourner à 18-20 points de moyenne sans problème.
Après, le voir maintenant prendre les rênes de ces Pacers, puisque clairement, il est le franchise depuis la reprise à la place de la Dipo. Et de voir un petit peu voilà, d'autres personnes qui émergent dans ce contexte un peu compliqué, c'est assez agréable. Et voir ce que TJ Warren fera en playoff maintenant contre Miami, avec le contexte qu'on connaît face à Butler et tout, ça peut être assez intéressant, je trouve. Et ça va être à suivre. On vous affiche les NBA Bubble All Team. Là, la NBA a décerné les All Team pour la bulle avec dans la première Devin Booker forcément, Luka Doncic, on en parlera tout à l'heure, de Damian Lillard qui a été élu MVP de la bulle à l'unanimité. On a James Harden et TJ Warren dans cette first team. Et dans la seconde team, on a Giannis, Kawhi Leonard, Caris LeVert des Nets. On en parlait, Michael Porter Jr. avec les Nuggets. Et Porzingis avec Dallas, on en parlera aussi tout à l'heure dans la preview. Messieurs, on va enchaîner avec la deuxième partie, on va dire un petit peu nos déceptions ou ce qui nous a un peu marqué négativement. Dans un premier temps, Manu, on l'a très rapidement mentionné tout à l'heure, mais le fait que Memphis soit sorti, je voudrais en parler avec vous. Est-ce que vous trouvez ça triste? Est-ce que vous trouvez ça mérité? Tonio, toi, le fait que Memphis soit sorti comme ça, quel est ton sentiment? Triste ou mérité, j'ai envie de te dire les deux. Hein. C'est un peu triste parce que c'est une équipe qui nous a ravis pendant la saison régulière. Plein de jeunesse, plein de fraîcheur. Et puis Taylor Jenkins qui pour moi, enfin, personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Même quand il était assistant à Milwaukee, je ne savais pas trop de quel bois il était fait. Et il s'est tout de suite imposé comme un des meilleurs coachs de la ligue, tout simplement. Tout ce qu'il a mis en place cette saison a réussi. Et puis, tous les jeunes joueurs qui, malgré leur âge, ont fait preuve de grande maturité au long de la saison régulière. Là, ça leur a fait un peu défaut, un peu de manque d'expérience. On a parlé avant cette bulle dans la dernière émission que il y aurait forcément un temps d'adaptation pour les équipes, que c'était particulier de se retrouver dans un tel contexte. Et ça ne m'étonne pas plus que ça qu'une équipe comme Memphis, qui est finalement très jeune, soit plus en difficulté pour s'adapter à l'image bien évidemment de leur meilleur joueur, de Ja Morant. Et la blessure de Jaren Jackson Jr. qui, elle, fait vraiment très mal. Alors, j'espère qu'il va revenir assez en forme en début de saison prochaine. Pardon. Mais voilà, c'est triste et c'est mérité. Ça, on pouvait s'y attendre face à d'autres équipes comme Portland dont on a parlé, qui arrivait maintenant au complet et lancé avec un Damian Lillard qui est en mission au grand désespoir de Thomas. Mais voilà, Memphis, moi, je m'y attendais un peu qu'ils se prennent un peu ce mur de la bulle. Antoine, pour toi, est-ce qu'on peut parler d'un choc pour Memphis ou pas du tout? Non, pas un choc non plus. Je pense qu'ils étaient clairement dans une très bonne dynamique avant que la saison s'arrête. Et voilà, la bulle, ils n'ont pas su la retrouver après, là où Phoenix a su justement se créer une dynamique. Je pense pas que c'est un choc parce que c'est une équipe qui est très jeune. On a vu, même si des vétérans sont arrivés pour un petit peu encadrer les gamins, on parle quand même ça reste une très belle saison. Memphis était attendu à la 13, 14, 15e place. Au final, il se retrouve avec un Ja Morant qui est rookie de l'année, qui a montré de très belles choses, un Jaren Jackson aussi avant sa blessure. On a vu un Dillon Brooks qui a su se montrer, bon, un petit peu moins sur la fin de la bulle. On peut parler de sa sélection de shoot, tout ça. Non, c'est très très positif. Au final, première année de l'ère, on va dire Ja Morant, Jaren Jackson, et finir aux portes des playoffs avec un play-in, c'est positif. Après, bien sûr, il y aura toujours de la frustration de pas avoir gardé cette 8e place, mais au final, ça peut être c'est que du positif pour Memphis. Et il y a eu la blessure de Justice Winslow aussi qui a pas arrangé les choses. C'est vrai que pas épargné non plus. Thomas, toi, sentiment là par rapport à ces Grizzlies-là, ça te semble normal de les voir sortir au final? Au regard de l'effectif, oui, ça semble plutôt logique. Après, c'est triste parce que, comme dit Antoine, les deux Antoine, ils avaient fait une bonne saison jusqu'à là et tout ce qui s'est passé avec le Covid, ça a carrément coupé leur dynamique. Mais c'est vraiment dommage parce que quand tu vois les matchs qu'ils ont perdus en fait dans la bulle, tu te dis franchement ça aurait pu être autrement. Par exemple, le match contre les Pelicans, s'ils le gagnent, ils sont on est en position favorable pour le play-in. Et quand tu regardes le match qu'ils font contre Portland, qui était l'une des meilleures équipes de la bulle, du coup, tu
tu te dis, bah, franchement, il y avait mieux à faire parce qu'ils perdent que de 4 points, c'est serré jusqu'à la fin. Et à un moment, je crois, ils sont à plus 6. Enfin, je sais plus, mais à un moment, ils repassent devant. Donc c'est vraiment dommage d'avoir lâché ces matchs, mais ça va leur servir. C'est des bonnes expériences à prendre et ça va les faire grandir et ça reste une équipe jeune. Donc, on va attendre que du mieux. Avec donc Memphis qui termine à la place, à la 9e place au final, donc pas qualifié pour les playoffs. Un mot aussi, tu vas les mentionner, c'est Pelicans. Je voudrais en parler avec vous, les gars, parce que grosse déception quand même au final. On avait beaucoup parlé de cette équipe jeune. Il y avait Zion qui était dans la bulle. On a fait beaucoup de médiatisation autour de ça et au final. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Le coach qui se fait virer, Alvin Gentry qui se fait virer au final après cette bulle. Comment vous avez ressenti, vous, cette bulle et cette fin de saison-là pour les Pelicans, Antoine, par exemple, Antoine Delplanque? Très, très déçu de ces Pels. Très déçu. Après, pour Alvin Gentry, la franchise a été très claire. C'est que même si la bulle aurait été positive, Alvin Gentry aurait été limite ses fonctions. Au final, on a vu un Zion un peu combatif, mais un peu blessé aussi dès le début de la bulle. Alonzo Ball qui était pas très concerné. Donc, un Drew Holiday qui est un peu passif aussi. On a l'impression qu'il a subi la nonchalance de certains joueurs et sans vraiment montrer son leadership. On sait que c'est quand même un très bon joueur. Les vétérans n'ont pas su un petit peu surélever ce groupe. C'est pour ça d'ailleurs que même un JJ Redick, ça fait 13 ans qu'il faisait les playoffs, il ne va pas les vivre cette année. Il y a une grosse déception autour de cette équipe parce qu'il y avait une très grosse hype tout au long de la saison. Et en fait, toute la saison, même avant la pause, a été décevante. Ils étaient 13e, je crois, au départ, la reprise. On se demandait même pourquoi ils devaient être là, clairement, dans cette bulle. On les a convoqués un petit peu aussi pour Zion et au final, ils n'ont pas su répondre présent. Donc, je pense qu'il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau, de frais, avec un nouveau coach. Manu, toi, ces Pels-là, déçu au final, non, parce que tu t'attendais pas à grand-chose. Après, un petit peu déçu du load management de Zion. Je voyais pas mal de commentaires, un peu comme moi, on ne comprenait pas trop le fait que il devait jouer pour pouvoir atteindre les playoffs. Sauf que d'un autre côté, tu peux comprendre aussi le choix du GM, c'est qu'ils ont une vision sur le long terme. Hein. C'est pas, s'ils font pas les playoffs cette année, bon, en soi, c'est pas un drame. Hein. Mais il faut garder Zion. Zion, c'est un projet sur le très long terme parce que c'est une pépite. Donc, frustré sur le court terme, mais sur le long terme, ça sera peut-être bénéfique. Donc, non, et puis en plus, Antoine, je trouve que tu es passé très très vite sur un joueur, Lonzo Ball, mais les gars, Lonzo Ball, ça a été catastrophique. C'est scandaleux. Il n'était pas concerné du tout. Non, mais c'est honteux. Il était à 50% au lancer franc, ce qui est abominable. Et ouais, lui, par contre, je suis très 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 déçu de sa saison, en tout cas de sa bulle. Et ouais, il faut qu'il se remette en question, quoi. Thomas, toi, vite fait pour terminer là, ces Pels-là, déçu ou pas du tout au final, comment tu vois ça? Moi, honnêtement, hein, j'avais aucune attente, donc je suis pas déçu. C'est même plutôt logique. Après, ils avaient après, ça reste dommage parce que je me dis qu'ils avaient un calendrier facile, donc ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais force est de constater qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette bulle. Par contre, pour revenir sur Lonzo Ball, certes, il a été très mauvais là, mais je pense que c'est le meneur parfait pour jouer avec Zion, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait le garder et travailler sur l'alchimie qu'il peut y avoir entre les deux. Et je pense qu'ils pourront faire un bon duo dans les années à venir. On suivra ça. C'est vrai que on en a beaucoup parlé, on en a pas mal chauffé là sur ces Pels-là avec Zion et Lonzo Ball. Pour terminer cette première partie, les gars, je voudrais aborder un point avec vous, parler des leaders, parler des favoris au titre, notamment les Clippers dans une très moindre mesure, mais surtout les Lakers et Milwaukee, qui n'ont pas rassuré du tout. Et c'est les premiers de chaque conférence qui ont
pas été aussi souverain qu'on aurait pu le penser dans cette bulle. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous inquiète? On a vu, voilà, par exemple, du côté de Milwaukee, par exemple, le geste de Giannis Antetokounmpo qui s'énerve, qui a été exclu en mettant un coup de tête à Wagner, Maurice Wagner. à Maurice Wagner. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous inquiète, cette bulle un peu en demi-teinte pour les enfin pour les Lakers notamment et pour Milwaukee, ou pas du tout? Est-ce que pour vous, les playoffs, ça va être autre chose et on devrait avoir les deux finalistes? Tonio, toi, qu'est-ce que tu penses de cette question-là là? Ça m'inquiète un peu pour les deux équipes, mais de manière différente. Pour Milwaukee, ça m'inquiète, mais là, ils ont un premier tour contre Orlando et je pense que bon, pour eux, c'est du gâteau, quoi. Ils ont largement de quoi faire, de quoi se débarrasser de cette équipe. Et pourquoi pas se débarrasser aussi des mauvaises habitudes et de se mettre en route pour la suite des playoffs. Et je suis un peu plus inquiet justement pour cette suite des playoffs quand ils vont affronter des adversaires d'un autre calibre. Si la mise en route ne se fait pas, ça pourrait être assez dangereux pour eux parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les équipes à l'Est, en tout cas les meilleures équipes à l'Est, peuvent poser de gros problèmes à cette équipe de Milwaukee. Donc si elle ne trouve pas son rythme de croisière assez vite, ça pourrait être un danger. Du côté des Lakers, ça m'inquiète aussi, mais pour l'immédiat. C'est-à-dire que là, ils ont un premier tour un peu plus compliqué. Clairement, je pense que c'est l'équipe qu'ils ne voulaient pas voir, avec un meneur qui marche sur l'autre de l'autre côté et des joueurs qui ne sont pas forcément aptes à défendre sur des petits des joueurs de cette taille. Il y a notamment Avery Bradley qui est pas là, Danny Green qui n'est pas en super forme, notamment offensivement, il ne rentre plus un panier. Donc là, ça va être dangereux pour les Lakers d'entrée. S'ils trouvent leur rythme, s'ils arrivent à passer cet obstacle de Portland, je pense que ça ira pour eux. Les équipes de LeBron James, on a l'habitude maintenant, elles sont complètement à son image. Dès qu'il se met en mode playoff, tout de suite, tout s'enclenche. On l'a vu avec Miami, on l'a vu avec Cleveland, des séries de playoffs où son équipe était mal emmenée. Et quand LeBron James met la clé dans le moteur et tourne le contact, tout s'enchaîne assez rapidement. Donc, attention à ce premier obstacle qui est finalement assez conséquent. Si ça passe, je ne m'inquiète pas plus que ça et je pense qu'on les retrouvera au moins en finale de conférence. Manu, toi, ça t'inquiète de voir les Lakers et les Bucks pas aussi souverains comme ça ou pas du tout? Alors, les Bucks, comme tu as dit, Tonio, les matchs, la série de playoffs contre Orlando, ça va leur permettre de se mettre en jambe, en route. Ils devraient se débarrasser assez facilement d'Orlando, il n'y a pas de souci. Donc, mieux être un peu plus focus. Mais après, les Lakers, inquiets, oui et non. Inquiets parce qu'il y a une équipe de Portland qui arrive avec une dynamique assez intéressante. Euh, et, euh, et c'est un match-up pas si facile que ça pour eux, notamment sur les lignes, sur les bacs courts, parce qu'ils défendent. Les Lakers sont l'une des pires équipes en défense sur pick and roll. Et à contrario, les Portland est très très fort au pick and roll, notamment avec Lillard. Et donc, ça va être un défi pour eux de vraiment maîtriser Lillard, maîtriser TJ McCollum, parce que je trouve que ça manque un peu de matos. Hein. T'en parlais, Tonio. Moi, je trouve elle est énorme, cette absence. L'absence d'Avery Bradley, je la trouve très, très importante. Parce que c'est un chien, parce que c'est un joueur intelligent, parce qu'il a été, s'est bien fondu dans le collectif. Et c'est une pièce importante qu'on ne met pas assez en valeur. Mais dommage qu'elle ne soit pas là pour eux. Et le banc, derrière, J.R. Smith, on se demande pourquoi il est là. Diane Waiters, j'ai encore du mal à y croire. Caruso, toi, ça manque. Va falloir un Danny Green, comme tu as dit, vraiment très très fort. Donc les Lakers, danger, mais ils ont, comme tu as dit, LeBron, et puis on n'a même pas parlé de Davis. Davis, il peut vraiment tout exploser dans la raquette. Donc, On sait que les Lakers ça va être intéressant. ils sont en mission aussi sur cette première place à l'Ouest et puis tout le contexte qu'il y a autour de Kobe Bryant notamment qui font que ils ont très très envie d'aller chercher ce titre, je pense, et ça peut être un moteur Les supplémentaire Lakers, en pour eux. fait, pour moi, les Lakers cette année, c'est le titre ou rien. C'est LeBron en fait qui symbolise ça. LeBron qui perd en finale de conf, en finale, c'est un échec. LeBron, c'est victoire. Non, c'est Donc, vrai. les Lakers, c'est la victoire. Ils n'ont pas le choix. Surtout avec Davis à ses côtés, j'avoue. Antoine, toi, pour terminer vite fait,
Inquiétant pour toi le fait de voir d'une part les Lakers pas si sereins que ça, et puis même Milwaukee de l'autre côté qui a eu quelques défaites, quelques pétages de plomb. Ça t'inquiète toi ou pas? Bah, un petit peu pour combler l'analyse de Manu et de Tonio. Un petit peu, oui, parce qu'il faut aussi parler de dynamique, surtout pour Portland, Portland Lakers, parce que pour Milwaukee Orlando, ça semble plutôt, je pense que comme l'a dit Tonio, ça va être une bonne remise en route pour les Bucks. Mais côté Lakers, la dynamique, elle n'est pas très bonne. Il va falloir la lancer, comme là où Portland est clairement en roue libre, hein. Ils sont vraiment à fond. Lillard, on en a parlé, on en a reparlé. Puis même, je pense, pour compléter ce que dit Manu, même à l'intérieur, en fait, bon, même si Davis est un monstre, je pense que les retours de Nurkic, de Zach Collins vont apporter un peu de physique à l'intérieur. Pas de là non plus à stopper Davis, qui est clairement au-dessus, même si Nurkic fait clairement un retour exceptionnel. Mais cette équipe de Portland, elle peut vraiment poser des problèmes aux Lakers. Pourquoi pas les fatiguer? Pourquoi pas, on va pas parler d'upset parce que c'est beaucoup trop tôt, c'est peut-être même assez osé, mais non, pour ces Lakers-là, c'est assez inquiet. Donc ce premier tour va être assez important pour eux. Et ça va être à suivre très très rapidement là pour ces deux équipes là entre les Bucks et les Lakers. Messieurs, voilà un petit bilan de cette bulle, hein. Au final, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais je pense on était un peu pessimiste. Il y a pas mal de spécialistes qui étaient un peu euh, pessimiste sur cette bulle, sur l'étanchéité de cette bulle. Au final, il y a eu 0 cas de Covid annoncé. On a un niveau de jeu assez intéressant. Puis on a du suspense, on a de l'émotion. Ça fait plaisir de retrouver de la NBA. Donc je pense qu'on peut globalement dire que la bulle à Orlando est une réussite. On va enchaîner avec ce qui nous intéresse le plus et ce qui intéresse peut-être le plus les fans aussi dans le monde entier, c'est les playoffs. On va s'intéresser à deux rencontres, les deux match-ups les plus intéressants selon nous pour ce premier tour des playoffs. On enchaîne avec cette deuxième partie d'émission tout de suite. Parti pour cette deuxième partie d'émission. Vous êtes toujours sur Time Out, l'émission 100% basket, 100% NBA avec tous les chroniqueurs Thomas, Manu, Tonio, Antoine. On va parler maintenant de ces playoffs. On est dans la bulle d'Orlando. On est en train de kiffer là depuis 8 matchs. Et là, on va élever un petit peu le niveau de jeu. On va élever l'intensité. Il y a un titre NBA à aller chercher. On va s'intéresser à deux match-ups qu'on estime assez intéressant à suivre. On ne pourra pas faire que des previews. On vous invite sur Twitter. Vous avez vu des previews là, qui pop de partout, qui sont hyper intéressantes. Nous, on va s'intéresser à deux rencontres. On va commencer tout de suite à l'Ouest. On va parler de cette rencontre entre les Clippers et les Mavericks. Les Clippers qui sont deuxième à l'Ouest, les Mavs qui sont septième. On est sur un bilan de 49 victoires, 23 défaites pour Los Angeles, 43 victoires et 32 défaites pour Dallas. Des équipes assez séduisantes. On est sur un beau match-up. Rapido, Manu, Thomas, pardon. Je sais que toi, tu es fan des Mavs. Est-ce que tu peux nous faire en 2-2 un petit bilan de ces Mavs-là on l'a vu, Doncic et Porzingis qui ont été assez impressionnants au final. En 2-2, comment tu peux qualifier là ces 8 premiers matchs là pour Dallas? Bah, j'ai trouvé ça assez bizarre parce que malgré le fait que Porzingis et Doncic soient les deux seuls joueurs d'une même équipe à avoir marqué plus de 30 points dans la bulle et à faire partie aussi des All-NBA Team de la bulle là, le bilan collectif il est pas folle dingue parce qu'ils ont perdu 3 matchs ils ont gagné que 3 matchs sur les 8. Donc, c'est des victoires contre Sacramento, contre Milwaukee et contre le Jazz. Donc c'est pas foufou. Mais en tout cas, je suis content d'une chose, c'est que les deux stars elles répondent présentes. Donc ça, c'est assez encourageant pour la série contre les Clippers. Et vas-y, dis-moi. Non, j'allais te demander, toi, du coup, puis vous demander à vous si vous trouvez justement que cette série, elle est, je l'ai beaucoup lu là sur les réseaux, etc. On parlait de la série la plus excitante, peut-être la plus indécise. Est-ce que
Vous trouvez que ça va être le cas ou pas? Thomas, toi, excitant pour toi cette série-là? Bah ouais, clairement. Moi, je trouve que c'est un bon match-up pour Dallas. Même si les Clippers, ils ont un haut niveau de jeu, je pense que ça va être des belles affiches. Moi, je suis surtout très excité à l'idée de voir jouer Doncic en playoff. Je pense comme beaucoup de personnes. Ça va être c'est là où on voit les vrais joueurs, on va dire. Donc ça va être intéressant de voir comment il va pouvoir répondre à la pression que je pense que les médias vont mettre sur lui et que même lui va ressentir pour ses premières playoffs. Et ça va être intéressant aussi de voir comment il va jouer avec Porzingis à ce niveau-là. Après, moi, je vois vraiment, ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, mais moi, je vois vraiment Dallas s'imposer sur la série. Il l'a dit, pense vraiment il l'a dit. Qu'ils peuvent poser des problèmes aux Clippers. Depuis tout à l'heure, je te donne la parole pour que tu le dises. Poser des problèmes, ouais, mais tu vois la défense de Dallas tenir, sachant que Dallas n'a jamais battu les Clippers sur cette saison, même si c'est différent avec le contexte. De toute façon, avec Dallas, je pense qu'on sait à quoi s'attendre et ça va pas être, ça va pas être un jeu défensif en fait. Je pense que la série va être très offensive, que les Clippers ils vont plutôt se caler sur le rythme que les Mavs vont imposer et après ça va être une question de réussite et je pense qu'il y a très peu de défenses qui peuvent arrêter en fait l'attaque de Dallas en fait. Et si Doncic il est dans une bonne réussite et que Porzingis il arrive à avoir le même niveau de jeu qu'il a affiché là pendant la bulle, je pense qu'il peut vraiment y avoir un match. Et tu fais bien de le mentionner. Parce que Porzingis il n'était pas aussi bon là que... Pardon ? Non, j'ai dit, tu fais bien de mentionner ce côté offensif parce qu'on est sur les deux offensive ratings les plus hauts de la NBA. Dallas est premier et les Clippers sont deuxième. Voilà, donc ça va être un match assez offensif et tu fais bien de le dire. Manu, toi, ce côté excitant, un peu indécis, tu le sens ou pas? Ou comment tu vois cette série-là entre Clippers et Mavericks? Ouais, je partage un peu son avis sur le côté que ça va être une série offensive, malgré le fait que ces deux équipes défendent plutôt bien, je trouve. Mais de là à voir les Clippers perdre, de là à voir Kawhi perdre, j'avoue que j'y crois pas trop. Parce que lui, dès que c'est le mode playoff, c'est un cyborg, hein. On l'a tous vu, on le voit depuis pas mal d'années. C'est très compliqué. C'est très compliqué de l'arrêter. Et là, je pense qu'il n'a jamais été aussi bien entouré. Enfin, bon, c'est difficile à dire parce que les Spurs, c'était aussi à part. Mais cette saison, il y a des très, très gros joueurs à côté de lui. Pour Dallas, ça va être compliqué, le secteur intérieur. Ça va être moi, la match-up qui va m'intéresser, c'est qui va défendre sur Porzingis. Porzingis peut vraiment être un facteur X parce que capable de post-up, capable de jouer au large. Il va être vraiment chiant. Je ne sais pas qui va être sur lui. Je ne pense pas que ça va être Montrezl parce que pas assez mobile. Mais je pense que ce joueur-là peut vraiment embêter les Clippers. Mais après Thomas, t'es vraiment fan, hein, pour ça. Quand même, Ah bah j'y crois, hein. Ah, Et j'ai un peu des arguments pour en fait, donc que je viens de vous énoncer. Je pense vraiment que ça va être offensif et que en fait je pense que ça va jouer surtout au coaching et je pense que Rick Carlisle il va beaucoup mieux coacher et beaucoup mieux s'adapter à ce qu'il peut voir sur le terrain que Doc Rivers en fait. Je suis d'accord. Antoine, les clés de ce match là, pourtant ça va être quoi là entre ces Clippers et ces Mavericks là, la clé de la série? La clé de la série, ça peut se jouer vraiment sur l'attaque. Si Dallas arrive à être aussi efficace offensivement qu'ils l'ont été tout au long de la saison et dans la bulle, tout en étant un petit peu plus resserré en défense, parce que c'était clairement une attaque incroyable, mais une défense qui parfois avait besoin de se durcir un petit peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas, là-dessus. Ouais, ça manque de rigueur. Ça manque de rigueur, clairement. Après, non, clairement, le duel de coach, il est ultra excitant au-delà des débuts en playoff de Doncic et même de Porzingis. Je crois que Porzingis va aussi découvrir les playoffs, il me semble. Ça va... Parce que, oui, il les a jamais à New York. Avec Phoenix,
Non, ça partait de loin, ça partait de loin. Mais non, il y a un duel de coach aussi où ça va être une bataille d'ajustement dès le game one, en fait, de voir comment le match comment cette rencontre se passe et voir comment Carlisle s'adapte, s'il gagne le match ou s'il le perd, s'il trouve la bonne combinaison. C'est super excitant. Donc, je pense que c'est clairement le premier tour le plus attendu auprès des autres, je pense. Tonio, toi, Et Ah, pardon, Thomas, viens. Dis-moi. non, non, vas-y, Antoine. Je vais rajouter ce que je dis après. Non, ouais, ben, je suis d'accord. Ah, Antoine ou Tonio? Oui, moi j'avais Antonio. Oui. Ok. Non, mais clairement, je suis d'accord avec vous. C'est une série excitante. C'est la série la plus excitante. Par contre, indécis. Désolé Thomas, mais je ne la vois pas du tout indécis cette série. Je pense que les Clippers vont faire le taf. Alors, tu parlais des débuts de Luka Doncic et sa perméabilité ou pas à la pression. Pour le coup, je pense que la pression, lui, il n'en a rien à caguer. C'était le leader du Real Madrid à 18 ans. Ce n'est pas les players qui vont lui faire peur. Mais clairement, sur le terrain, au niveau des joueurs, l'avantage est aux Clippers. C'est une équipe qui est bâtie pour ça, sans faire de bruit. Kawhi, il a fait des matchs dans la bulle assez exceptionnels. Forcément, on n'en parle pas beaucoup parce que sa personnalité n'incite pas beaucoup à la conversation, mais il a été très très bon. Il a été très très bon. Paul George aussi a fait quelques très bonnes perfs. Et au final, vous parliez des coachs de Doc Rivers, de Rick Carlisle. La NBA, c'est une ligue de joueurs. Peu importe, j'allais dire peu importe, c'est pas totalement vrai. Les coachs ont forcément une incidence, mais à un moment donné, c'est les joueurs qui font la différence. Quand LeBron James va en finale avec David Blatt comme coach, malgré les lacunes de David Blatt au niveau NBA, c'est parce que les joueurs ont pris le pouvoir. Et les Clippers, c'est une équipe des joueurs bâtis pour cet exercice des playoffs, qui sont prêts pour ça. Les matchs dans la bulle l'ont confirmé. Montrezl va faire son retour. Le pick and roll avec Lou Williams, c'est automatique. Hein, maintenant, on connaît. Hein, c'est peut-être j'allais dire la paire la plus inarrêtable de la ligue quand ils sont lancés. Défensivement, ils auront peut-être quelques difficultés, notamment sur le cas Doncic. Et même au secteur intérieur, tu l'as dit, Manu, sur Porzingis. Mais de l'autre côté, il faut aussi arrêter les mastodontes des Clippers. Et honnêtement, je ne vois pas du tout comment les Mavs peuvent y arriver. Ils vont peut-être gagner deux matchs. On va dire un au talent des joueurs, un grâce à Rick Carlisle. Et le reste, ça va être... désolé, mais les Clippers, ça va. Pour moi, ça va en finir. Thomas, tu as un droit de réponse. Ouais, moi, il y a deux choses que je veux dire. Je pense qu'il y a deux joueurs qui sont très peut-être sous-estimés au niveau défensif. Il y en a un, c'est Dorian Finney-Smith, et l'autre, c'est Maxi Kleber. Et je pense que ces deux joueurs-là, ils peuvent faire un travail respectif sur Paul George et Kawhi Leonard. Après, bon, ils vont pas les réduire à 15 points, hein, on est d'accord là-dessus, hein, mais je pense qu'ils peuvent leur rendre les choses difficiles. Je pense qu'ils peuvent leur rendre les choses difficiles. Et il y a un autre point qui est important, c'est qu'au final, il n'y a pas d'avantage du terrain. Et ça, je pense que c'est bien pour Dallas parce que à domicile, ils sont assez mauvais. Donc, je pense que ça peut aussi peser sur la balance. Et pour toi, Doncic, je dois défendre qui Est-ce que tu as une préférence là-dessus? Est-ce que tu le mets sur Paul George? Non, moi, ce que je ferais, je mettrais Maxi Kleber sur Kawhi Leonard et je mettrais Dorian Finney-Smith sur le Paul George. Okay, et Doncic, il défend sur le joueur qui attaque le moins. Pas de Bev. Ouais, voilà. Qui parle le plus. Exactement. Il faut pas qu'il s'acharne en défense, Luka, en tout cas. On verra ça début des hostilités. C'est ce lundi soir à partir de 3h du matin. Toute la série pratiquement se joue à 3h. Il va falloir rester éveillé. Le 19 à 3h, le 21 à 3h et puis le dimanche 23 à 21h30 cette fois-ci. Allez, vite fait, avant de passer à la deuxième série, un prono. Du coup, toi, Thomas, tu nous dis c'est l'instant. Moi, je dis 4-2 pour les Mavs. 4-2 pour les Mavs. Ok, Manu. On peut même pas aller en 7, quoi. Wow. Manu, tu nous dis quoi, toi? 4-1 Clippers. 4-1 Clippers. Antoine, quel plan? J'aurais adoré voir Dallas passer, mais c'est 4-2 Clippers. Tonio? Moi, comme Manu, 4-1 pour les Clippers. Vous pouvez dire 4-0 si vous avez envie. Non. Pas vexé. Ils vont prendre un match, je pense. Et je pars sur un 4-2 pour ma part pour les Clippers. Désolé
à tous les fans des Mavs, mais je pense que ça va être assez compliqué. On va enchaîner tout de suite avec une deuxième série. Cette fois-ci, on va aller du côté de l'Est. On va s'intéresser à un match, 1, 2, 3, 4, peut-être 7 matchs assez intéressants qui vont se jouer entre les Boston Celtics d'un côté et puis les Philadelphia Sixers de l'autre. On est sur une équipe pour Boston qui est troisième à l'Est, 48 victoires, 24 défaites, le quatrième offensive rating et le quatrième defensive rating. En face, les Sixers qui sont sixième, 43 victoires et 30 défaites. C'est le 13e offensive rating et le 8e defensive rating de cette NBA. On est sur une série assez électrique à chaque fois. C'est un peu un classique de ces playoffs à l'Est. Manu, vite fait, comme même question que pour Thomas tout à l'heure, toi, avec ta magnifique casquette des Celtics, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan là de cette bulle là pour Boston? Bonne bulle. Les Celtics arrivent dans une bonne dynamique en playoff. Il y a eu un début de calendrier bien compliqué, bien difficile. Défaite 7 points contre Milwaukee avec le fameux 2/18 de Tatum. 2 jours plus tard, c'est Portland. Portland qui devait accrocher les playoffs. Donc voilà, un beau morceau. Il s'impose. Et derrière, je ne sais plus c'était qui. Mais il y a eu dans ces 8 matchs une victoire contre Toronto de 22 points. Donc ça, c'était un vrai bon message, une vraie belle performance des Celtics. C'est des Celtics appliqués. Un Brad Stevens qui a fait tourner. Par contre, ouais, il a beaucoup fait tourner, notamment Kemba Walker qui est arrivé dans la bulle avec un genou un petit peu abîmé, un petit peu amoché. Donc, il y a eu des restricted minutes dès le début, puis progressivement, ça augmentait. Donc là, tout l'effectif arrive en plus ou moins, hormis Roman Langford, apparemment, qui s'est blessé au poignet. Tout l'effectif arrive frais comme il faut. Donc, des Celtics concernés et en bonne santé, contrairement aux Sixers, notamment avec l'absence de Ben Simmons qui risque de faire mal quand même. Eh ben, tu fais bien de très belles transitions. Justement, on va parler de ces Sixers-là. Comment vous tu mentionnes là ce côté blessure et ce côté un petit peu difficile là pour les Sixers. Est-ce qu'au final, ça va, ils vont réussir à s'en remettre? Est-ce qu'ils vont réussir à aller au-dessus de ça? Tonio, toi, les Sixers là, tu les sens comment à l'orée de ces playoffs là, face à Boston? On l'a dit qui est en bonne forme au final. Je les sens comment? Je les sens pas du tout. C'est une équipe qui n'a aucun sens depuis 3 ans. Alors, en début de saison, avant la saison, je les avais choisis pour être champion à la fin. Malgré toutes ces incohérences, ces imprécisions, que ce soit dans le management, dans le coaching, dans la construction d'effectifs et sur le terrain, c'est une équipe qui n'a absolument aucun sens, qui n'avait aucun sens l'an dernier et qui était quand même la plus proche d'éliminer le futur champion. Donc, je ne sais pas quoi dire sur cette équipe. À part que, évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, mais la blessure de Ben Simmons est un énorme coup dur, parce qu'à mon sens, c'était la lueur de cette saison des Sixers au milieu de toutes ces incertitudes, de tout ce marasme ambiant. Il a fait la plus belle saison de sa carrière, alors, pas forcément en termes de stats, parce qu'elles sont similaires à ces stats des 2 saisons précédentes, mais en termes d'implication, notamment sur le plan défensif, il était là, c'était le joueur le plus régulier, c'était le joueur de Philadelphie sur lequel on pouvait compter nuit après nuit. Le fait qu'il ne soit pas là, c'est vraiment un gros coup dur pour cette équipe. Mais j'ai vraiment du mal à m'engager sur quelconque pronostic sur cette franchise parce que malgré tous les trucs qui n'ont aucun sens, finalement, ils sont toujours là. Tu as toujours des points positifs qui arrivent à combler le négatif. Alors maintenant, ça va être le Joel Embiid show. Il a déjà montré pendant les quelques matchs dans la bulle, qu'il est là, qu'il est en forme. Et la responsabilité lui incombe maintenant. C'est à lui de porter cette équipe. Et juste un dernier point, on parlait tout à l'heure des Pelicans qui se sont séparés d'Alvin Gentry. À mon sens, c'était une décision courageuse et c'est une décision que peut-être aurait dû prendre Philadelphie il y a 1 ou 2 ans maintenant, malgré le fait que Brett Brown soit franchement un personnage qu'on apprécie tous quand on le voit. Il a l'air sympathique, ses joueurs aussi l'apprécient. Il montre quelques limites parfois et cette année, sans son deuxième meilleur joueur, peut-être même son meilleur joueur cette saison,
ça va être un gros test. Et si j'étais en charge de la construction de l'effectif des Sixers, le dernier test avant de prendre une décision grave de sens. Antoine, les Sixers, toi, ça t'inspire quoi là? On en a beaucoup parlé là, du fait que Ben Simmons serait absent. Joel Embiid qui va devoir un peu porter cette équipe. Alors qu'au final, autour de lui, en théorie, il y a du monde aussi. Mais comment tu les sens, toi, ces Sixers-là? Après, on parlera des Celtics, hein, mais pour commencer là, ces Sixers, Antoine. Je rejoins complètement Antonio. Je sens pas du tout cette équipe des Sixers. Elle a du talent, elle a des joueurs qui se battent. On a vu lors de la bulle qu'il y avait des mecs qui se battaient individuellement. Collectivement, c'est extrêmement limité. On peut voir encore plus avec la blessure de Ben Simmons. Tactiquement, il y a pas ça stretche pas, il n'y a pas de shooter dans cette équipe. Il y en a du moins très très peu. Il faut compter sur Korkmaz, sur Richardson ou un peu de Tobias Harris. Elle est très déséquilibrée face à une équipe de Boston qui est, hormis la raquette, qui va être un petit peu problématique, qui est vraiment bien rodée, qui a des bonnes rotations, qui est bien coachée aussi. Bon, même si Brent Brown est un bon coach, peut-être même sur la fin, comme l'a dit Tonio. J'ai vraiment du mal à voir les Sixers s'en sortir, même si Embiid va tout faire encore une fois, je pense, notamment dans son franc-parler. Je pense qu'il va essayer un petit peu de les monter en tension, mais je pense que Boston est clairement plus armé. La dynamique, elle est clairement côté Celtics, là où les Sixers... on a l'impression que le process, il est clairement en train de voler en éclats, quoi. Par exemple, le process est fini, maintenant il faut se lancer dans la quête du titre. Et ils n'y arrivent pas, quoi. Ils sont encore ils sont perdus au milieu de nulle part. Ils se cherchent un petit peu partout, que ce soit collectivement. Ils cherchent aussi le leader que doit être Embiid ne se montre pas clairement. Il l'a pas montré dans les gros matchs. C'est un gros point d'interrogation et ça peut peut-être sonner le glas à la fin d'un projet du côté des Sixers. Manu, question, Antoine l'a parlé de Embiid là qui peut tenter de mettre un petit peu le show sur le terrain et aussi en dehors du terrain, voilà. Est-ce que toi en tant que fan des Celtics, est-ce que il y a une rivalité particulière avec les Sixers? On sait qu'il y a beaucoup d'affrontements en playoff. On se souvient là d'il y a 2-3 ans que ça avait été assez serré, que ça avait été assez chaud, qu'il y avait eu pas mal d'engagement. Est-ce que toi, il y a une vraie rivalité avec les Sixers ou pas du tout? Ouais, en tout cas, moi, dernièrement, moi, depuis que je suis la NBA, ouais, enfin, depuis que je suis la NBA, récemment, en tout cas, je sens qu'il y a une rivalité qui monte de plus en plus. Bah ouais, comme tu le disais il y a 2 ans, quand il y a eu 4-1 pour Boston, tu sens que c'est des équipes qui s'aiment pas, les joueurs qui s'aiment pas. Donc ouais, ça rend cette série très excitante parce qu'il y a des fortes têtes, parce que les joueurs s'aiment pas et ils ont envie de gagner. Donc ouais, sur ça, ça rend un peu l'affiche intéressante. Et, euh, je rebondis vite fait sur ce que tu disais, Tonio, mais Embiid, il doit dominer en fait. Genre, il n'a pas le choix. Il doit dominer. Il doit dominer et dans la raquette. Dans la raquette. Et ça va être aussi. Faudra scruter les choix de Brett Brown parce que franchement, moi, si j'étais supporter des Sixers, j'en aurais marre de voir un monstre physique être au large, alors que dans la raquette, c'est chantier tous les jours, tous les soirs s'il est appliqué. Donc là, il n'aura pas le choix. En plus, la match-up fait que Boston n'est pas si dégueulasse que ça dans la raquette. Ça, faut le souligner. Mais quand même, Daniel Theis, il y a quoi, Vincent Poirier, on va même pas le citer, il joue pas de minutes. Il y a Grant Williams, Enes Robert Kanter. Williams? Robert Williams, par contre, lui, il me fait grave kiffer ces derniers temps. Mais voilà, Embiid, il doit dominer. Ça doit être du 30 points tous les soirs. Tous les soirs. Sinon, là, pour le coup, tu auras moins de certitude. Il faudra compter sur un Shake Milton, sur un Tobias Harris. Tobias Harris, il a pris un gros chèque l'été dernier. Il va falloir rentabiliser, mon garçon. Il va falloir qu'il sorte des vraies stats. Parce que, comme tu disais, l'effectif, il est déjà bancal. Il va falloir que certains joueurs, Horford, qui fait l'une des pires saisons de sa carrière, qui n'arrive pas à trouver une alchimie, n'arrive pas à trouver son poste. Donc lui aussi, il faudra aussi scruter, voir comment Brett Brown il l'utilise en l'absence de Ben Simmons. Peut-être l'absence de Ben Simmons fera du bien. Je sais pas. Elle est tellement bizarre cette équipe parce que cette saison, on a vu Embiid blessé.
Et moi, j'ai vu un Ben Simmons mais s'épanouir complètement. Et ça a complètement changé l'équipe. Et j'ai vraiment kiffé cette équipe. Ça ressemblait un peu à du Bucks dans le style de jeu. Mais là, du coup, c'est l'inverse. Là, tu fais confiance, tu donnes les clés du camion à un joueur qui domine dans la raquette. Et sur les dernières années, moi, j'en vois pas des équipes qui vont loin avec un joueur, un numéro un en tant que pivot, j'en vois pas. Donc, ça va être tout le défi de cette équipe des Sixers. Pour conclure un peu, toi Thomas, autre chose à ajouter à cette analyse-là autour de cette affiche entre les Celtics et les Sixers, ça va être quoi pour toi les clés du match dans la raquette aussi, comme disait Manu, ou tu Ouais. vois autre chose? Non, ça va être vraiment dans la raquette. Ça va être si, enfin, pour que les Sixers réussissent à s'imposer, ça va vraiment être à Embiid, comme a dit Manu, de faire le travail et de faire son chantier. Et je pense que face à cette équipe, il peut le faire. Après, c'est vrai que les Sixers, ils partent pas du tout favoris et que je pense que les Celtics, ils vont s'imposer. La dynamique est de leur côté. Tout va dans l'ensemble. C'est une équipe qui est mieux construite. Il y a pas grand-chose à ajouter. Franchement, vous avez fait le tour, hein. Et puis, Et les équipes se sont rencontrées 4 fois cette saison à l'avantage des Sixers. 3 victoires pour une défaite et donc une victoire pour Boston. Début des matchs, c'est pareil, ça commence ce lundi soir à partir de minuit 30. On a toute la série qui se jouera à minuit 30, sauf dimanche soir, ça sera à 19h, heure française, c'est cool. On aura un beau game fort. Voilà, je pense on a fait le tour quand même de ces séries. Rapidement, comme tout à l'heure, je vous pose la question, un petit prono sur cette série Boston Sixers. On va commencer avec toi, Manu, si tu devais te mouiller un petit peu. 4-2 Boston. Je vois quand même une affiche, une série accrochée parce que Boston est capable, on l'a vu en saison régulière, il y a 3-1 quand même pour les Sixers. Mais il y a beaucoup de certitudes quand même côté Boston. Beaucoup de certitudes et, euh, et non, 4-2 Boston. Et puis je suis pour je ne vais pas te dire l'inverse. Non, allez, ça me va. Tonio, toi, prono? Alors, je vais faire un prono qui est totalement incohérent avec ce que je vais dire, mais c'est une équipe incohérente. Donc, je vais dire Philadelphie 4-3 avec un bid qui doit faire la série de sa carrière, tout simplement, et qui doit porter son équipe pour que mon prono d'avant-saison soit correct, que les Philadelphia 76ers C'est soient juste pour champions en fin ça. de saison. Ok. On- Parce que je ne on- comprenais pas sinon. C'est bon, on a tout compris. Antoine, toi, pronostic pour cette série? Euh, je vois vraiment Boston largement au-dessus. Je veux dire 4-1 pour les Celtics. Il y aura un match où les match-ups côté Sixers seront peut-être un petit peu supérieurs parce qu'ils sont quand même beaucoup plus grands. Enfin, les Sixers sont peut-être plus costauds physiquement et peut-être plus grands que la plupart des Celtics. Donc là, je ne les vois pas aller plus loin qu'une win. Thomas? ouais, moi, je dirais 4-2. Ouais, on va dire 4-2. Pour 4-2, les ouais. Sixers, bien évidemment. Ouais. En fait, ouais. Non, pour les Celtics, pardon. Je te taquine, je te taquine. 4 de Boston, ouais. Tu les vois pas Hmm. plus haut. Ouais, bah, je pense que franchement, comme a dit Tonio, du coup, enfoncer une porte ouverte, mais l'absence de Ben Simmons, elle va être vraiment problématique. Et je pense beaucoup plus en défense qu'en attaque. Oui. Et Tatum carrément. et Jalen Brown, ils Bah, vont se Jalen retrouver, Brown, je pense. Tatum, ouais, ça va être très dur de les arrêter. Tobias Harris n'est pas un piètre défenseur, mais ça vaut pas Ben Simmons. C'est sûr. Carrément, surtout cette saison qui il s'est révélé défensivement, enfin plus que les autres saisons. Pour Ben Simmons, pour ma part, puisque vous me posez la question, bien évidemment, je vais rejoindre Antoine Delplanque et je vais 4-1 pour Boston. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour quand même de cette série et puis on vous invite à aller voir toutes les autres previews là qui sont sur le net sur toutes les autres séries. Voilà, je vous remets le tableau des playoffs avec un joli match entre les Lakers à l'ouest et Portland. On aura du Rockets OKC, du Nuggets pardon, Jazz, du Clippers Dallas et à l'est cette fois-ci on aura Milwaukee contre le Magic d'Orlando, Miami contre les Pacers.
On aura aussi du coup Nets, Raptors, et puis cette série là entre Boston et les Sixers. Début des hostilités ce lundi soir avec le premier match entre les Nets et les Raptors. Messieurs, merci beaucoup. Ça a commencé là d'ailleurs. Ça a déjà commencé là. Ouais. Ah, ça a commencé là. Denver. Ouais. Utah. Donc, si tu pouvais booker cette émission rapidement. Là. Bon, messieurs, on va partir là regarder du basket. Merci beaucoup en tout cas pour avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous nous très vite. D'une part sur les réseaux, on va vous donner tous les résultats là de cette bulle, et puis nous pour une nouvelle émission très vite. Très content de retrouver les joies de l'antenne et de la NBA. Messieurs, kiffez bien le basket. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Yes. Et puis ciao tout le monde. Peace, bisous. Salut. Bientôt. Also an open up